Salut tout le monde, bienvenue à la première capsule où est-ce qu'on fait un recap de la semaine, une semaine qui a été assez mouvementée avec des grosses nouvelles. Vous savez, chez Inversio, on est amateur de la bourse, on a des compagnies avec lesquelles on travaille, mais en même temps, on aime ça garder un œil sur leur marché. Et ce qui est le fun, c'est que vu qu'on travaille avec Orbital Trading, qui est Bruno, mieux connu comme Dr. Uptrend, ben Bruno qui patauge dans les marchés d'une façon journalière, tout comme moi, ben on s'est dit, écoutez, on va vous faire un bon recap pour vous dire comment la semaine s'est passée, comment les marchés ont réagi, et surtout, ben qu'est-ce que ça peut faire pour vous aider pour vous préparer pour la semaine prochaine. Fait que Bruno, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Une semaine chargée, comme je disais. Hein? Beaucoup de choses sont passées. Ben absolument. Il y a eu la convention, entre autres, qui nous a laissé entrevoir là, les possibilités là, en novembre pour les élections. Ça va jouer un rôle, évidemment, parce que la Banque centrale va probablement maintenir ses taux d'intérêt. En tout cas, c'est mon opinion. Parce qu'on s'en va vers une élection, puis ça serait peut-être un petit peu hasardeux d'abaisser les taux comme les gens le pensaient. Ben ouais. Il y a eu Jackson Hole aujourd'hui. M. Powell s'est prononcé. Tu l'as vu ce matin. Exact. Dans quelques minutes aussi, il reprend la parole. On voit un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, la table est mise pour la rentrée. Ce matin, il disait que c'était plutôt positif au niveau de l'emploi. C'était revenu pas mal où on était avant la pandémie. Il disait aussi qu'il était satisfait de l'économie en général, mais le taux évidemment, l'inflation n'est pas contrôlée encore. On va voir ce qui va se passer. Les marchés, ce matin, ont bougé beaucoup. C'est ça. Il faut rester sur la ligne de points parce que tout peut se produire, comme tu le sais. Là. Mais c'était assez tranquille en début de semaine. On voyait des marchés très hésitants. On savait pas ça serait quoi, comment la semaine se dessinerait. Des nouvelles économiques qui ont été quand même, somme toute, assez bonnes cette semaine. On a vu les jobless claims hier, par contre, qui sont arrivés un peu moins bien qu'anticipé, mais dans la norme positive. Et surtout, comme tu disais, au niveau politique, j'aimerais ça en toucher un peu parce qu'on ressent, et peut-être tu vas être capable de nous parler un peu de l'impact sur les marchés, mais il y a quelques mois, on voyait, tu sais, tout le monde a sûrement vu la photo de Trump, le poing dans les airs, le sang qui coule sur le visage. On pensait quasiment... 3 gouttes. 3 gouttes, mais on pensait quasiment, tu sais, dans le fond, à l'arrivée du Messie, celui qui va venir sauver les États-Unis. Mais on a eu des changements chez les démocrates, Joe Biden qui sortit, on a Kamala Harris qui maintenant se présente comme candidate présidentielle. Et là, soudainement, la tendance, ça semble reculer vers Trump. On dirait que ça a l'air d'être, plusieurs diraient, catastrophique. Il a perdu son edge. Il n'est pas capable de capitaliser dans sa campagne actuellement. C'est sûr que quand il y a eu la tentative d'assassinat, les républicains ont utilisé ça. Ils ont repris finalement cet événement-là à leur profit en essayant de nous présenter Trump comme quelqu'un qui était messianique, qui allait rapporter l'élection parce que c'était l'homme choisi et tout. Mais quand Biden a fait un pas de côté, bien, ça a changé complètement la dynamique. Puis là, actuellement, il y a comme un effet d'entraînement. Puis même à la convention, dans les derniers jours, il y a eu beaucoup de républicains qui sont venus parler pour les démocrates en disant on n'est pas pour les démocrates, mais on est pour les États-Unis. Donc, c'est au-delà de notre parti. Au-delà de notre parti, on va s'aligner sur Kamala Harris parce qu'on a travaillé avec Trump. Il y en a qui étaient ses conseillers directs. Puis le type est réellement dangereux. Donc maintenant, la barre est haute. Il va y avoir probablement des grosses attentes par rapport à Harris. Si jamais elle remporte les élections, parce que c'est rien de sûr encore, les chiffres sont quand même serrés. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Trump réussit malgré tout à se maintenir, même si dans ses conférences actuellement, il est complètement amorphe, puis il est plus délirant que jamais. Il est vraiment perdu. Ben, si jamais elle réussit à gagner, les attentes vont être très, très grandes. Est-ce qu'elle va réussir tout ce qu'elle nous promet? On peut mettre un point d'interrogation là-dessus, mais elle semble avoir une très, très bonne équipe. Puis il y a une chose intéressante chez les démocrates, c'est qu'il y a vraiment une aile... Les démocrates, le bassin de gens qui vont se présenter dans les prochaines élections, le niveau de compétence est vraiment impressionnant. Alors qu'il y a quelques années, c'était le désert. Donc, mais d'un niveau des marchés boursiers,
historiquement, on s'en rappelle, quand Trump était là, le marché, le S&P, écoutez, c'était la folie furieuse. Les marchés, Ouais. ils performaient puis ils overperformaient. On a eu la COVID. On a eu, évidemment, le 4 ans de Joe Biden. Les marchés qui ont reculé, mais après ça, qui semblent quand même être positifs. Bien sûr. Quand on arrive à une élection, là, ou du moins quand on est sur le précipice d'une élection, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les marchés? Parce qu'il faut penser dans le grand portrait, la Fed. Il faut qu'elle prenne des décisions assez majeures là, dans les mois à venir. Sûr. Mais tu sais, Biden a hérité d'une situation qui commençait à être houleuse. À la fin du mandat de Trump, ça commençait à être beaucoup moins bon avec le COVID et tout. Il a commencé à y avoir des changements de fonds qui étaient importants. Puis il a hérité d'une situation qui a été très dynamique à un moment donné. Puis quand on pense à un marché qui est dynamique, on peut penser que le marché est dynamique au-delà du président lui-même. C'est pas Trump qui a fait que les marchés étaient extraordinairement performants, c'était le contexte général. Trump, après ça, rajoutait son grain de sel. Quand il faisait des grosses interventions, le VIX montait, Ouais. le marché chutait, puis après ça, ça resetait. C'est le plus qu'il pouvait... Son intervention sur les marchés se limitait pas mal à ça. J'ai l'impression que l'administration Biden a fait globalement un très, très bon travail dans le contexte. Puis, on a une situation économique qui, entre guillemets, peut sembler favorable. Je dis peut sembler favorable parce que moi qui est sur les devises avec l'endettement américain, je me pose quand même des questions sur la viabilité de l'économie américaine sur le moyen long terme. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Puis, on pourra en parler éventuellement. D'accord. Mais écoute, l'affaire qui est bon, c'est qu'au moins, on voit que les marchés bougent. Et quand les marchés bougent, on voit des opportunités. Exact. Du moins, comme j'ai remarqué. Et, bon, parlant d'opportunités, la Fed qui a parlé, les minutes du FOMC qui est sorti hier, c'était somme toute positif pour le marché. Globalement, très positif, absolument. T'sais, les chiffres ont bien sorti. On a vu le marché reprendre du poil de la bête parce que, comme je disais, il y avait une hésitation toute la semaine. Jackson Hole, aujourd'hui, encore aujourd'hui, Powell qui sort puis qui a dit dans ses propos que on était à un moment où est-ce que là, la Fed considérait de changer sa politique financière. Il a laissé entrevoir ça sans le dire. Exact. Mais c'est sûr que, tu sais, même quand la situation est catastrophique, ils ont toujours une façon de présenter ça pour créer le moins de disturbance sur les marchés, le moins de turmoil. Moi, ce que je pense, c'est que actuellement, les marchés vont être quand même très volatiles. Puis que les prochains mois vont être pleins de surprises. Ça prend un petit catalyseur pour que le marché réagisse au sommet, là, énormément. Après les élections, la situation pourrait être complètement différente. J'ai de la misère à me prononcer pour les prochains mois, mais c'est sûr, comme tu dis, qu'il va y avoir de la volatilité, donc beaucoup d'opportunités. Mais quelque chose qui est intéressant et qui vaut la peine aussi pour les auditeurs à comprendre, c'est que oui, qu'on baisse les taux, qu'on monte les taux, ça a un impact concret sur le marché. Mais le meilleur outil, puis tu vas être d'accord sûrement, que la Banque fédérale aux États-Unis possède, c'est Jérôme Powell qui parle. Et quand il a comment je peux dire, quand il utilise ces mots d'une façon positive, le marché semble l'absorber quasiment comme si on avait fait une hausse de taux ou une baisse de taux. Ben, tu as la réaction au discours de Powell. Ça, c'est automatique. Puis ça crée de la surenchère positive, négative, dépendamment de ce qu'il dit. Mais ça, c'est toujours une nouvelle qui... le marché va réagir à court terme sur ça. Après ça, il y a les effets à moyen long terme. C'est qu'il faut distinguer un petit peu le discours lui-même puis la réaction au marché, puis ce que le marché peut faire en fonction des fondamentaux qui, eux, représentent la réalité. Parce que c'est pas... Powell, évidemment, nous ment pas, mais quand il va dire, par exemple, que globalement, le marché semble être en santé et tout, c'est de nature à réconforter tout le monde, mais ça représente pas la réalité mur à mur parce que il y a vraiment des problèmes. L'économie américaine, l'endettement américain, de mon point de vue, de pas le prendre en considération, c'est complètement fou. Mais bon. Ouais. Vu qu'on parle du court terme, aujourd'hui, on peut regarder hier les résultats qui sont sortis, les minutes du FOMC, on peut regarder les chiffres de l'emploi, puis on peut aussi regarder sur le court terme les mots de Powell ce matin, qu'est-ce que ça a donné. Fait qu'allons regarder un peu sur le
le graph. On peut commencer avec le VIX. Absolument. Pour les gens qui ne connaissent pas, le VIX qui est mieux connu comme le Fear Indicator dans le marché. Le VIX qui est un outil qui mesure la volatilité à court terme, qui est un outil qui est bien aimé par les traders retail et probablement aussi quelques gestionnaires de portefeuille. Fait que Bruno, regardons ça un peu parce que là, en ce moment, on le regarde sur la 4 heures. Là. Il y a une belle petite spike qui s'est passée au début du mois d'août. Hein? Oui, absolument. Je sais que toi, tu te réfères énormément. Moi aussi, je me réfère au VIX. Je sais que toi, dans ton travail, parce que tu trades beaucoup aussi, tu t'y réfères beaucoup, beaucoup. Plus que moi même, parce que toi, tu es sur les stocks. Principalement. Mais moi, je serais intéressé de savoir, toi, bon, là, on est en bas de 20 actuellement. Il semble y avoir une accalmie. Il y a eu, évidemment, là, juste ici, un spike qui était complètement fou. On était dans la surenchère. C'est le fameux lundi là, où tout avait déraillé. Puis après ça, bon, on s'est maintenu en haut quand même un certain temps. Là, on semble avoir repris finalement un petit peu notre place confortable là, à côté du pilote. J'ai hâte de voir ce qui va se produire. C'est sûr que j'ai l'impression que les gens de la Fed et tous les gros joueurs comme ça vont tenter de réconforter le marché de façon générale. C'est ce qu'on voit un petit peu ici. Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, comme je disais, le VIX, vu que ça mesure la volatilité, puis je pense que tout le monde peut s'entendre, la volatilité dans le marché, autant que c'est bon pour les opportunités, les gestionnaires de portefeuille détestent la volatilité. C'est un marché qui est très difficile à contrôler. Et ce qui arrive, c'est qu'à l'inverse, quand on regarde un VIX qui se rend jusqu'à 50, voire je pense qu'il a touché même 65 $. Exact. 65. Ça veut dire qu'il y a énormément de volatilité. Et la volatilité fait qu'on peut voir des mouvements énormes quand on regarde des indices comme le SPY, le Nasdaq. Et comme je vous dis, un gestionnaire de portefeuille et même d'ailleurs un market maker, celui qui doit contrôler ce marché-là, qui le transige contre les institutions, incluant les clients retail ou les traders retail, c'est pas bon. Il n'y a pas personne qui aime quand le S&P ou le SPY, le ETF du SPY swing de 10, 15 $ par jour, ce n'est pas bon. Fait qu'historiquement, si on regarde, là, en ce moment, on l'a sur 4 heures, mais le VIX, selon moi, vu qu'on sait qu'il déteste la volatilité, alors on l'a regardé dans le daily. Le VIX semble toujours vouloir spiker, mais retourne toujours à un point de base. Ce point de base, je vous dirais, un marché qui est en santé va trancher à peu près entre 15 et 16 $. Et en ce moment, vous voyez, on est pas mal là. Et pourquoi? Ben, c'est parce que si on parle d'à peu près des mouvements dans les indices de 1%. Souvent, la règle, si on prend le chiffre du VIX, on le divise par 16, on va avoir un indice de la volatilité possible dans la journée. D'ailleurs, c'est un calcul que vous pouvez faire. Vous regardez le VIX, prenez le prix, divisé par 16, comparé à un indice, vous allez avoir le pourcentage va pas mal se ressembler. Exact. On a encore des très bonnes volatilités. Très bonnes, pareil. Donc là, en fait, là, on peut utiliser ces avantages-là à bon escient pour nous. Quand on est évidemment en haut de 20, puis on monte, puis on monte, puis on monte, ben, à un moment donné, ça devient pratiquement impossible de trader. Exact. Parce que tu te retrouves avec des swings dans une direction. Évidemment, c'est dominant, le marché peut bêcher, mais en même temps, tu vas avoir des contre-mouvements qui viennent prendre tes stop-loss systématiquement. Donc, c'est pas gérable. Non. Quand le marché est trop tumultueux, vous êtes mieux de faire un pas de côté, d'attendre que les choses se calment. De toute façon, quand il y a une surréaction au marché, quand il y a une surenchère, normalement, après ça, on fait un reset. C'est pas systématique, ce que je vous dis là, mais c'est souvent le cas. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trader ou observer le marché puis trader éventuellement dans les rétractions. Quand je vois à un moment donné que le VIX revient vers des niveaux plus adéquats, ça devient intéressant, ça devient plus facile de trouver notre orientation. Donc, on n'est pas obligé de trader les annonces quand la catastrophe est en train de se produire sous nos yeux, mais quand à un moment donné, il y a une accalmie, là, on peut en profiter, évidemment. Ce qui, somme toute, revient à dire que le VIX, peut-être pas un très bon produit à transiger, mais selon moi, un produit qui voulait toujours être short, surtout quand vous voyez des spikes assez fulgurants comme ça, mais un très bon outil d'indicateur. Ah, c'est une référence absolue. Je pense qu'on soit sur le marché des changes, comme moi, Forex actuellement. Avant, je tradais les actions, les options, les futures, les ETF. Là, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le Forex. Donc, qu'on soit sur le marché des changes ou qu'on soit sur le marché des stocks, tout
tu le sais. Ah C'est une référence absolue. Je m'y réfère probablement moins que toi parce que toi, tu trades les index. Ouais. Mais j'aime ça le regarder quotidiennement. Pas quotidiennement, de façon journalière. C'est évident. Bon, ben, parlant de journalier puis de bon stock qui a bougé, allons regarder GLD. Pour les gens qui ne connaissent pas, GLD qui est le ETF pour l'or. L'or que vous pouvez trancher aussi dans le Forex, contre différence, etc. Ben, GLD, évidemment, c'est l'équivalent de trancher l'or, mais c'est un ETF par Sprott. Puis c'est quelque chose que moi, j'affectionne quand même parce que, on peut le trancher sur tous les stock markets. Il y a une bonne volatilité. Évidemment, la fourchette de prix est assez serrée et surtout, la fourchette de prix, c'est les options, est assez serrée. Les options, moi, je trouve qu'il est un produit qui, quand c'est bien utilisé, nous offre un bel effet de levier. D'ailleurs, on a pris une position, toi et moi, cette semaine là-dessus. À un moment donné, on pourrait le partager. Oui, certain. Le fait de quoi d'assez complexe. Là, on est en test encore. On va voir ce que ça va donner si on réussit à frapper à balle. Mais effectivement, là, en ce moment, on voit beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, par exemple, dans l'espèce de... pas d'encadré, mais dans le cercle que j'ai fait, on voit vraiment qu'on a eu une espèce de rebound qui s'est fait à ce prix-là. Vous voyez, globalement, on est dans un contexte haussier. On progresse, on a progressé systématiquement. Puis, il y a eu une cyclicité sur le marché. Vous voyez ici, là, je pourrais le dessiner vite fait juste pour que ça nous donner un petit peu plus d'informations, là. OK. Donc, vous voyez là qu'il y a une espèce de cyclicité comme ça. Donc, en termes de temps, on peut mesurer les cyclicités. On peut aussi mesurer l'amplitude des mouvements. Donc, on part dans un contexte haussier parce que là, on monte bel et bien. Dans un contexte haussier, on pourrait mesurer les amplitudes entre le lowest low et le ISI. On voit ici qu'on a bandé. On a bandé sur notre moyenne 50. Donc, la ligne mauve que vous voyez ici, c'est notre moyenne 50. Et puis, par la suite, on s'est mis à remonter. Je vais enlever toutes les cochonneries pour que ça soit plus clair pour vous. Et j'ai mis des Bollinger Bands. J'en ai mis une avec un écart type standard deviation de niveau 1. C'est la ligne que vous voyez ici et ici. Puis j'ai un Bollinger Band par défaut avec un standard deviation de niveau 2. Et évidemment, quand on est venu toucher notre 50 ici, on est venu toucher aussi ce niveau-là. Et les règles, ce que la règle nous dit, c'est que 68% du temps, on travaille à l'intérieur d'un écart type 1. Donc là, actuellement, on est sur le point de déborder ce niveau-là ici, auquel cas, il risque d'y avoir du price action qui va être fait sur différents niveaux. On sent que la tendance haussière est bien installée. Le contexte du marché, à cause de l'incertitude et tout, ben ça favorise l'or. Puis l'or, cette année, a progressé pas mal, beaucoup. Et là, ben, j'ai l'impression que la table est mise pour une progression future intéressante. On voit ici là, que dans notre volume profile, il y a eu moins de travail dans cette zone-là, un petit peu ici, ce qu'on appelle le bulk. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est effectué là, ici, puis plus bas. Et là, tranquillement, pas vite, on voit qu'on a des patterns haussiers qui se construisent. Il y a définitivement ici, là, probablement un range qui est en développement. Puis, c'est toujours intéressant aussi d'observer finalement les mouvements sur nos graphes, puis de regarder ce qui se passe au niveau de nos outils secondaires, les indicateurs. Secondaires parce qu'on se fie d'abord sur les graphes pour se faire une idée sur la réalité. Les outils secondaires, c'est des outils stochastiques qui utilisent des calculs mathématiques pour nous donner des réponses, puis c'est des laggers. Étant donné que le marché doit agir avant que ces outils-là s'ajustent, si on prend le pouls du marché avec ces outils-là, on est toujours en retard ou très souvent. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, quand on fait des pics sur le marché, OK, c'était le cas ici aussi, très souvent, on est venu toucher la zone de 70. On est rentré dans la zone de surachat. Ça ne marche pas tout le temps. Des fois, le fait de rentrer dans cette zone-là, tu le sais, on peut voir la RSI qui va danser
au-dessus et en dessous de 70, puis le marché continue à progresser. Mais dans le cas présent, si on fait nos observations, bien, vous voyez que quand on est venu taper ici, ça correspond au graphique ici, il y a eu une figure de renversement solide, puis il y a une descente. Même chose ici. On a monté, on a consolidé un peu, puis après ça, on le voyait sur le niveau 70 ici, on est redescendu. Donc, il y avait des configurations, évidemment, ici, avec les chandeliers, puis il y avait aussi des indicateurs avec notre RSI. Donc, ça, c'est super intéressant. Quand vous regardez un titre comme ça, là, vous pouvez utiliser ça. Je ne sais pas si toi, tu vois d'autres choses à rajouter. Moi, je dirais que c'est une analyse qui est quand même assez à point. Ce que j'aime surtout quand je regarde l'or, c'est que j'adore utiliser le VRVP, comme Bruno, le Volume Profile, il donne, parce que ça me donne des bels endroits où est-ce que le marché a tendance à vouloir faire des rétractions ou possiblement aller plus haut. Comme on le sait, quand il y a du price action, on va voir beaucoup de batailles. Quand je dis bataille, les Bulls contre les Bears. Le marché fonctionne comme ça, surtout quand on arrive à des niveaux clés, c'est toujours une bataille entre Bull et Bear. Est-ce qu'on veut amener le marché à la hausse? On veut-tu l'amener à la baisse? C'est des niveaux clés. Et ce qui est le fun ici, c'est qu'on le voit clairement qu'on est dans une zone qu'on a travaillé. On a vu un pullback. Le pullback, Bruno, il est sur le 4 heures, mais moi, je peux tout de suite le dire, sur le 1 heure, c'est le 200 moving average. Fait que c'est parfait. Tu voudrais-tu que je mette le 200? Non, c'est correct, mais je le sais, c'est là. Fait que tu peux le remettre sur le 4 heures. Regarde, je peux te le changer ici, c'est pas très difficile. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Parce que vous le voyez, on est venu le toucher pile poil, on a eu une réjection. OK? Puis quand on est ici dans des zones de travail, ben c'est souvent un indicateur que le marché est en train de nous donner qu'on est dans des points d'inflexion. Puis moi, j'adore trancher les points d'inflexion. Parce que comme Bruno il disait ici, il y a eu beaucoup de transactions qui sont faites, beaucoup de volume qui a transgé. Et là, en ce moment, on a une belle zone creuse ici. Et cette creuse-là, ben écoutez, on va la toucher, d'après moi. Et c'est un peu comme ça qu'on a fait notre stratégie sur l'or, surtout au niveau des options, parce que quand on regarde le marché, et comme Bruno l'a démontré, il y a des ranges. C'est le fun de trancher des ranges, mais surtout, c'est le fun de trouver le point d'inflexion où est-ce qu'on va briser le range. Fait que non, Bruno, je dirais que c'est une analyse qui est totalement à point. Je pense qu'on est surtout dans un contexte où est-ce que l'or a fait des hauts, baissé, des nouveaux hauts. Je pense que c'est une tendance qu'on va continuer à avoir. On remarque qu'on est dans une année d'élection, fait qu'il y a un marché qui risque d'être un peu contrôlé. Mais sinon, surtout en regardant, comme on a vu, le VIX, la volatilité qui semble descendre, on est dans un contexte, d'après moi, positif sur l'or. Oui, absolument. Fait que non, c'est une bonne analyse. Fait que, écoute, sur ça, Bruno... Juste avant qu'on se quitte, oui. Ce qui est intéressant aussi, regardez tout le temps, moi j'aime en heure, 4 heures daily, c'est des time frames que je me réfère pour me faire une idée de ce que le marché va nous donner en termes de tendance. Si vous êtes dans le plus petit time frame puis que vous n'avez pas fait vos observations 1 heure, 4 heures daily, vous risquez de prendre des micro-tendances pour la réalité. Donc, ça se peut, à un moment donné, que vous soyez un petit peu les pieds sur vos lacets. Essayez tout le temps de regarder les plus gros time frames pour vous faire une idée sur la tendance. 1 heure, c'est excellent aussi. Donc, mais, non, parfait. Puis c'est bon que tu le dis parce qu'on oublie souvent de le mentionner en tant que trader, mais on regarde les time frames à plus long terme parce que ça nous donne un bon portrait sur le marché. Mais quand on arrive au point d'exécution, et quand on veut la meilleure exécution possible, c'est là que ça devient intéressant de regarder le 30, le 15, juste le 5. Il y en a qui aiment regarder le 1 minute, mais là, tant qu'à moi, c'est un peu trop de bruit. Ça devient difficile et là, on tombe dans plein de micro-tendances. Surtout sur l'art. C'est déjà volatile en soi. Essayez tout le temps d'être sur un time frame qui vous donne la possibilité de bien manœuvrer, bien comprendre ce qui se passe. Déjà que notre job n'est pas facile au départ. Si vous vous aidez pas un petit peu, ben là, ça devient un petit peu catastrophique. Bon, bien sur ça, écoutez, tout le monde, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine et surtout d'aller voir les vidéos de Bruno où est-ce qu'il tombe un peu plus en analyse et qu'il va me donner des trucs, comment utiliser les outils que lui utilise sur une base fréquente, que ça soit le Ichimoku Cloud, quand il a fait sa capsule sur ça, c'était vraiment assez intéressant. Fait que je vous invite à regarder les vidéos sur Orbital Trading, la chaîne YouTube, ou rejoignez-le sur son Discord, ça vaut la peine. Il n'y a rien de mieux que, surtout quand on est occupé et qu'on travaille, on veut avoir une petite analyse vite.
ben, on rejoint le Discord Orbital Trading. Bruno, il est là, il voit le message, puis c'est un passionné du marché, il va vous donner son point de vue, puis ça pourrait vous aiguiller sur une bonne transaction. Fait que sur ça, on se voit la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo juste ici.